Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le Club International de 28 minutes samedi, avec, comme chaque semaine, une sacrée brochette d'invités venus d'au-delà de nos frontières pour nous apporter leurs regards étrangers sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, le long discours sur l'avenir de l'Europe prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne, avec un diagnostic du chef de l'État en forme d'avertissement solennel. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Alors pourquoi un propos aussi catastrophiste? L'Europe est-elle si mal en point et nos partenaires dressent-ils le même constat? Puis nous accueillerons notre invitée du samedi, une journaliste couronnée du prestigieux prix Albert Londres, Anne Poiret. Elle parcourt les zones de guerre et s'est faite scénariste d'une bande dessinée qui raconte l'histoire vraie de Mahar, un enfant enlevé à sa famille yézidi et enrôlé de force par Daesh pour en faire un combattant fanatisé à la solde du califat. Et puis nous retrouvons en fin d'émission l'éblouissante Alix Van Pay, bien sûr. Salut Alix. Salut Renaud. C'est quoi le menu ce soir? Eh bien, la Joconde, victime de son succès, a déçu ces derniers temps certains touristes qui avaient du mal à la voir. Mais bonne nouvelle, le tableau sera peut-être déplacé prochainement au Louvre. On verra ça. À tout à l'heure, Alix. C'est le Club International de 28 minutes samedi. Ça commence tout de suite. Encore? Toujours. C'est toujours un plaisir, Valérie Brochard, Pareillement. que de vous retrouver. Bienvenue à vous, Valérie. Et Jean-Mathieu Perrin. Oh là là, incroyable. Ça alors. Eh oui, c'est fou. Ça, je m'y fais jamais. Jamais. Je mime pourtant. bien la surprise. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir, bien Également. sûr. Et nous sommes très heureux d'accueillir nos clubistes de ce soir à mes côtés. Ziad Limam. Bonsoir Ziad, bienvenue, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, rappelons-le, dont on voit la couverture, la une à l'antenne. À vos côtés, Britta Sandberg. Bonsoir. Willkommen, correspondante de Der Spiegel à Paris, bien sûr. Et puis, Juan José Dorado, oserais-je dire Buenas tardes? Buenas tardes. J'avais bon. Vous améliorez. Et merci, Juan José, pour votre indulgence. Rappelons que vous êtes correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Et puis au pupitre, notre ami Nicolas Vado. Bonsoir Nicolas, bienvenue, dessinateur. Vous collaborez, vous, au quotidien belge L'Écho et à l'hebdomadaire belge Le Vif. Vive, elle l'est justement. Valérie Brochard, bien sûr. On va commencer avec la première actualité de la semaine avec vous, Valérie. Ce sont ces villes qui veulent lutter contre le surtourisme. Et oui, Renaud, Venise déborde de touristes qui, depuis ce jeudi, doivent payer 5 € pour visiter la ville. Pareil à Athènes, dont les ruines s'érodent sous les multiples passages des curieux du monde entier. La municipalité a donc installé des quotas pour admirer l'acropole. Et au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, les Canariennes et Canariens ne supportent plus l'afflux de vacanciers qui détériore la biodiversité de l'archipel. Ils étaient entre 50 et 100 000 à défiler samedi dernier pour réclamer un changement de modèle. Écoutez. Gobierno y cabildos de Canarias tienen que detener de inmediato este modelo corrupto, destructor y devastador de espacios naturales que solo nos lleva al colapso, que agota todos los recursos y que precariza la economía. Canarias tiene un límite, el territorio canario tiene un límite y la paciencia de la gente también. Et pourtant, Juan José Dorado, ce modèle touristique qui a été mis en place dans les années 60, il a porté, il a vraiment fait éclore cet archipel. Est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui en arrière ? Ça paraît compliqué tout simplement parce qu'il y a 16 millions de touristes qui donnent du boulot à 40% de la population. Ça, c'est la première des choses. Et puis quand on voit les chiffres du PIB des îles Canaries, on voit que c'est le tourisme qui fait vivre cette île. Il est possible de faire différemment, bien sûr, parce qu'on a imposé il y a quelque temps la taxe des séjours dans beaucoup de villes et des pays européens. On peut peut-être faire comme a fait Venise, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est un problème, comment faire revenir l'agriculture. Parce qu'il faut réinvestir l'agriculture, il faut avoir des agriculteurs, mais on n'en a plus. Du côté des îles Canaries, on en a très peu. Donc il va falloir trouver une façon de faire, mais c'est vrai que là où on est arrivé aujourd'hui aux îles Canaries, et pas qu'aux îles Canaries, on parle aussi de Séville, on parle de Barcelone depuis quelques années. Donc effectivement, il va falloir trouver un autre modèle économique, mais trouver un autre modèle économique ne veut pas dire rompre complètement avec ce qui est en train d'être fait, parce que c'est la seule solution pour aujourd'hui.
Britta Sandberg, effectivement, il y a des tas d'endroits, de villes que vous avez cités, Venise, Barcelone, les Canaries, en France, les Calanques de Marseille aussi, d'ailleurs, qui se heurtent, et pas seulement le Mont-Saint-Michel qui se heurte à cette question du surtourisme. Quel autre modèle économique pourrait être inventé pour ces zones-là? A priori, ces zones-là, ces villes-là dépendent du tourisme. Oui, mais le problème, c'est peut-être pas inventer un autre modèle, mais encadrer mieux le tourisme existant. C'est-à-dire que même avec les ces touristes, taxes, justement, comme à Venise, est-ce que ces taxes-là, ça peut marcher à vos yeux? Je crois pas trop aux taxes, et je crois que même les gens de Venise n'y croient pas beaucoup. Puisque, bon, qu'est-ce que ça change, les 5 €? Moi, je crois que si on reste à l'exemple de Venise, le problème de Venise, c'est qu'il y a jusqu'à 150 000 touristes par jour qui vont dans une ville qui a 50 000 d'habitants, et les habitants n'ont plus l'argent de payer les loyers, de trouver les appartements. Les coûts de vie sont super élevés, il y a beaucoup d'immeubles qui sont délabrés ou vides. Et puis moi, je crois que ce qui serait beaucoup plus important que imposer cette taxe ou cette entrée de 5 € serait par exemple de limiter tout ce qui est location Airbnb et autres saisonniers, puisque je sais qu'à Venise, vous avez du mal maintenant, si vous cherchez un appartement pour 3, 4, 5 ans, c'est pratiquement pas possible d'avoir un contrat pour ça. Et en même temps, Ziad Iman, est-ce que aussi de limiter le tourisme par le côté financier, c'est-à-dire augmenter les taxes de séjour, est-ce que ça ne va pas créer une discrimination entre ceux qui peuvent voyager et les autres? Surtout, ça fait cette drôle d'impression que la ville ou le lieu qui émet la taxe est devenu un musée. Ouais. En fait, c'est plus une ville, c'est plus un lieu. Et puis, je trouve que c'est une question assez fascinante parce que c'est très civilisationnel. C'est-à-dire que ça s'est tellement démocratisé, le voyage, le tourisme. C'est quand même une liberté. Aérien, les vols low cost. Tous les transports d'une manière générale. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas durer comme ça. Donc, comment faire? Et la troisième chose, c'est que c'est aussi sur certains points. C'est-à-dire que la question du surtourisme, c'est très européen. C'est pas mal en Thaïlande, Asie du Sud-Est, sur certains endroits. Et donc, en fait, c'est comment faire en sorte que les gens élargissent d'une certaine manière leur spectre pour ne pas tous aller à Barcelone ou tous aller aux Canaries. Et c'est très difficile parce que il y a des tas de choses, le prix compte. Le surtourisme, c'est aussi lié à l'accessibilité. Donc, évidemment, quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, le surtourisme, on n'en est pas là. Donc, il y en a moins, toutes ces questions sont très complexes et je trouve qu'on a un petit peu tendance à les... Justement, pour compléter ce que vous disiez, Juan José Dorado, est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi à mettre en valeur, à faire du marketing sur des régions qui sont moins connues, mais peut-être tout aussi belles, en Espagne notamment? L'Espagne l'a fait depuis une vingtaine d'années, quand on a commencé à parler du tourisme vert, c'est-à-dire aller découvrir l'intérieur de l'Espagne. Mais il y a une autre solution qui a été aussi mise en place en Espagne depuis très longtemps, c'est le tourisme hors saison. Au lieu de concentrer tout le monde en été, invitant les gens à venir hors saison, ce qui est très facile aux îles Canaries, parce qu'il fait tout le temps beau, peut-être moins en Castille, mais c'est aussi une solution. On n'est pas aussi obligé d'aller à Venise ou en Espagne, on peut aller aussi en vacances en Allemagne, qui souffre un peu moins du tourisme. Oui, Heureusement d'ailleurs. Si on parle si bien allemand comme vous. Britta, heureusement, les Allemands parlent souvent très bien français ou anglais. Un dessin de notre ami Nicolas Vado. Moi, j'ai pris la carte postale de Venise, évidemment. 5 € pour un numéro d'acrobatie, c'est donné. C'est un vrai ou un maintien? Merci, Nicolas. Avec vous, Valérie, c'est maintenant l'heure justement d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Eh bien, précisément, cap à l'Est, allons-y. Que l'on soit germanophone ou pas, nous allons franchir le Rhin et passer en Allemagne, donc sur la piste d'un drôle d'espion. Oui, Renaud, j'aurais voulu vous parler du charme d'un James Bond de costume sur mesure, de voyage à travers le monde et de vodka martini à consommer avec modération. Bien entendu, mais bon, oubliez tout ça, l'histoire se déroule au Parlement européen, c'est moins glamour, mais le scénario n'en est pas moins captivant. Cette semaine, le collaborateur d'un eurodéputé de l'extrême droite allemande a été arrêté car la justice le soupçonne d'être un espion au service de la Chine. Son patron, l'eurodéputé Maximilian Krah, tête de liste du parti AfD pour les prochaines élections européennes, prend l'affaire très au sérieux et les sanctions qui s'imposent. Wir haben das weitere Vorgehen erörtert, die Lage versucht aufzuklären. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Arrêté à Dresde, domicile perquisitionné, suspendu de toutes ses fonctions avec effet immédiat. Mais qu'a bien pu faire cet assistant parlementaire pour mériter un tel traitement? Eh bien, je vous laisse le découvrir avec la porte-parole du procureur général. Diese Person hat nach unseren Erkenntnissen wiederholt Informationen an den Geheimdienst aus dem Europäischen Parlament weitergegeben.
Zugang zu diesen Informationen hatte der Beschuldigte, weil er als Mitarbeiter eines deutschen Mitglieds des Europäischen Parlaments tätig war. Alors, ce qui inquiète particulièrement l'institution, c'est la multiplication des ingérences étrangères. Le Parlement européen devient une cible privilégiée pour la Chine, mais aussi pour la Russie. Déjà, fin mars, la Pologne et la République tchèque dénonçaient les intrusions russes au cœur du Parlement. Le site Voice of Europe, intégralement financé par un proche de Vladimir Poutine, proposait de jolis pots de vin à des eurodéputés peu scrupuleux pour qu'ils diffusent la propagande pro-russe. Et qui on retrouve sur le banc des accusés ? Eh bien, notre Maximilian Krah, encore, mais aussi Petr Bierström, est-ce que je le dis à peu près correctement, c'est ça ? Politicien, c'est un drôle de nom. Oui, c'est ça. Politicien bavarois, lui aussi sur la liste que présentera l'AfD le 9 juin prochain. Alors voilà pour le Russia Gate, maintenant le China Gate. C'en est trop pour les députés du centre-gauche du Bundestag. Ils organisaient jeudi dernier un grand débat intitulé « Menace contre notre démocratie, la Russie ». La Chine et le rôle de l'AfD. Au-delà du Parlement, Britta, il y a aussi 3 individus qui ont été arrêtés cette même semaine dans l'ouest de l'Allemagne, soupçonnés de transmettre à Pékin de la technologie militaire voilà, au service secret chinois. C'est plus facile en Allemagne qu'ailleurs ? Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, enfin, ou m'étonne moins, mais c'est surtout ces députés et les membres du parti AfD, donc de l'extrême droite en Allemagne, qui paraissent très sensibles, voire très naïves. Il y a eu des avertissements à Maximilian Krah par rapport à cet assistant qui a un nom chinois, qui est chinois. Enfin, et il y avait des indices, il y avait des gens qui ont dit attention. Et Krah, c'est quelqu'un qui, à plusieurs reprises, a fait savoir et a voté avec des positions plutôt pro-chinois. Par exemple, il a refusé de voter pour quelque chose qui condamne... Avec les Ouïghours. Voilà. Oui, bien sûr. Le traitement, le traitement des Ouïghours en Chine. Il y a eu aussi des voyages payés. La direction, depuis longtemps, depuis 2015... de l'AfD a été à plusieurs reprises reçue à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Donc, le parti qui s'affiche défendre les intérêts du peuple allemand, et rien que des Allemands, apparemment est une victime facile. Quelque chose par lequel aussi bien les Russes comme les Chinois essaient d'exercer leur influence dans l'Occident et mener aussi une guerre hybride ou de propagande. Plus perméable aux influences étrangères, on va dire. En utilisant ces députés et membres de l'AfD. La preuve justement de cette perméabilité aux influences étrangères par un dessin de Nicolas Vado. Oui, j'ai montré le paradoxe d'Alternative für China et pas Deutschland, c'est qu'on n'aime pas les étrangers, sauf ce Made in China. Merci Nicolas. Nous allons maintenant passer au service du personnel où nous attend Olivier Boucreau, DRH sévère mais juste. Il récompense chaque samedi les mérites de son employé de la semaine et la lauréate de ce soir est une héroïne, c'est l'Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, emprisonnée à Téhéran. Et du fond de son cachot, elle continue de dénoncer avec force le traitement infligé aux femmes par le régime des Mollahs. Nous sommes tous des employés, mais pas tous des prix Nobel. Celle de la semaine est iranienne, emprisonnée, fouettée, bâillonnée, mais pas voilée, ni désespérée. C'est qui Narges Mohammadi, 52 ans, journaliste et activiste iranienne, ex-ingénieure et ex-vice-présidente du Centre pour la défense des droits humains, interdit en Iran depuis 2008. Incarcérée pour propagande, diffamation et rébellion dans la prison d'Evin à Téhéran, elle est une des incarnations du mouvement Femmes, Vie, Liberté et n'a pas vu ses enfants exilés à Paris depuis 9 ans. Ce sont eux, avec leur père, qui sont venus chercher le prix Nobel de la paix qu'elle a obtenu en 2023 pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Woman, life, freedom. Alors que les autorités viennent de renforcer leur contrôle sur le port du voile, Narges Mohammadi a enregistré clandestinement depuis sa prison un message vocal féministe en persan, retranscrit dans le journal Le Monde. Flashback, famille de classe moyenne dans le nord du pays, père agriculteur. La source de son militantisme se trouve dans l'enfance, devant sa mère qui remplissait de fruits un panier pour aller voir son frère emprisonné et s'asseyait près de la télé pour écouter le nom des prisonniers exécutés. Quelques années plus tard, l'étudiante en physique nucléaire s'est lancée dans l'activisme et n'a jamais lâché son combat, malgré les allers-retours en prison, les siens comme ceux de son mari, le journaliste Taghi Rahmani. Une photo de nous quatre, c'est introuvable, parce qu'à partir de mes 4 ans, c'était soit mon père qui était en prison, soit ma mère.
Nargis Mohammadi subit de plein fouet la torture blanche, pression psychologique exercée sur les prisonniers d'opinion. C'est aussi le titre d'un livre qu'elle a réussi à écrire derrière les barreaux. Rien ne l'arrête, ou presque. و میخوام مدعی بشم که این سیستم برای مرگ فرصت و بستر مناسب رو فراهم میکنه. Malade et entre quatre murs, difficile de pratiquer l'alpinisme, sa passion, celle qui a gravi plus jeune les plus hautes montagnes d'Iran, s'évade comme elle peut par la force de la pensée. Et finalement, pourquoi elle? Pour lutter contre ceux qui font, comme elle l'a écrit, une guerre à grande échelle à l'encontre de toutes les femmes. Merci Olivier Boucreux. Ziad Imam, ce message qu'envoie Nargis Mohammadi du fond de son cachot, donc d'abord ça illustre une forme évidemment d'héroïsme et de courage qui nous impressionne, mais est-ce qu'il est audible, est-ce qu'il est entendu? Jusqu'où quelles conséquences peut avoir encore justement ce type de message qu'elle continue de diffuser? D'abord, le courage, ça vous l'avez dit, et je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est courageux, parce qu'elle est en prison. Donc forcément, ces geôliers vont certainement vouloir se venger d'une manière ou d'une autre. Et ces messages sont très importants pour maintenir cette voix, ce son, ce message sur la situation des femmes en Iran et des opposants en Iran et de la dictature iranienne. Donc je pense que c'est courageux, nécessaire. Ça sort dans la presse, c'est relayé, ça repart en Iran, parce qu'il y a aussi des diasporas iraniennes partout, et donc ça circule. Et surtout en ce moment où on est dans une période avec le conflit avec Israël, le durcissement de la répression, etc., c'est très très important que cette voix existe. Elle utilise un mot, je crois, dans le texte, elle parle d'apartheid. Apartheid de genre. Oui, apartheid de genre. Et je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'Iran. C'est un pays plus subtil et moins caricatural que l'image qu'on en donne. Mais il y a quand même un apartheid de genre qui s'applique en particulier aux femmes opposantes qui sont particulièrement ciblées par le régime. Et on vient de l'apprendre aussi, la condamnation à mort du rappeur Toumaj Salehi, emprisonné pour avoir soutenu justement la révolte après l'assassinat de Mahsa Amini. Est-ce que, Britta Sandberg, vous pensez qu'il pourrait arriver la même chose à Narges? C'est difficile de dire, parce que on a vu tellement d'erreurs et d'atrocités dans ce pays. Des gens qui ont été tenus en prison, et dans cette prison près de Téhéran et 20. Moi, j'admire ces femmes et leurs familles, parce qu'il faut dire que ce que disait le fils, soit un ou l'autre, le père ou la mère étaient toujours en prison. Donc, c'est vraiment des héroïnes, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et le traitement infligé à Nargis Mohammadi d'une part, et puis aussi la condamnation à mort de ce rappeur illustre justement ce durcissement du régime que vous évoquiez et qui inspire Nicolas Vado. Oui, je veux savoir comment on dit prisonnier d'opinion en Iran, femme. Merci Nicolas. C'est l'heure maintenant de la une hexagonale. C'était mercredi à la une de Libération. Migrants, les avions de la honte. Au bout de près de 2 ans de débats, de polémiques, de rebondissements, le projet du gouvernement britannique d'expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a été définitivement adopté cette semaine. L'accord conclu entre Londres et Kigali a donc été validé. Il devrait entrer en vigueur rapidement avec un premier vol de migrants d'ici 10 à 12 semaines. Est-ce que ce dispositif controversé, Juan José Dorado, pourrait faire école ailleurs en Europe? Alors la décision qui a été prise en Angleterre va un peu plus loin que d'habitude. Mais n'oublions pas que tous les pays européens tendent depuis quelques années à externaliser le contrôle de l'immigration. Donc l'Union européenne l'a fait avec la Turquie, avec la Tunisie, l'Italie avec la Libye, l'Espagne récemment avec le Maroc. En fait, est-ce qu'en Europe, on va faire la même chose? Je ne serais pas étonné qu'on le fasse dans quelques temps. On peut changer peut-être la forme de le faire, le nom qu'on va lui donner, mais la réalité, c'est que petit à petit, on va de plus en plus loin. Donc je ne suis pas étonné qu'à un moment donné, certains pays européens fassent la même chose avec des pays avec qui ils ont des relations plus ou moins étroite. Ziad Imam, mais est-ce que ça peut avoir une quelconque efficacité, par exemple dans le cas de l'accord entre Londres et Kigali? On parle de quelques milliers, si jamais le dispositif se met en place, de migrants illégaux qui seraient expulsés au Rwanda, d'une part. Est-ce que ça peut avoir une efficacité quelconque pour la situation du Royaume-Uni, d'une part? Et d'autre part, pourquoi est-ce que le Rwanda, d'ailleurs, accepte de signer, de conclure cet accord? C'est quelque chose qui surprend beaucoup les opinions africaines. La question de l'immigration clandestine est presque tabou en Afrique. C'est-à-dire,
on n'aime pas en parler, c'est pas dans les journaux, c'est pas à la télé, c'est gênant ces bateaux qui partent, ces gens qui meurent, qui traversent le désert. Donc il y a une espèce de refoulé un peu global sur la question de la migration et donc une difficulté aussi à négocier et à discuter avec l'Union européenne, avec les partenaires, etc. Donc les gens sont assez surpris quand même de ce deal qui a l'air très monétaire, peut-être quelques liens rwando-britanniques, mais quand même, je pense que sur le plan du symbole qu'un pays africain se décide à être le traitant des questions migratoires d'un pays européen, c'est pas terrible. Et je pense aussi que niveau efficacité, je ne sais pas quel est le mot exact en allemand, mais si je dis zilch, je crois que je ne suis pas trop loin, zéro, enfin ça ne marchera pas. Quoi. Nul. Apparemment, c'est pas ça. Je ne sais pas comment, je sais pas pourquoi il y a zilch dans la tête. Mais bon, zéro, quoi. On parle de quelques milliers de gens qui ne vont pas inverser la tendance. Et surtout, la dernière chose, c'est le message aux Européens. On voit bien que c'est des messages politiques à court terme, de dire, moi j'ai pris une décision, enfin l'Angleterre réagit. Mais tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est pour gagner 3 sièges d'une élection qui est perdu d'avance dans un an. Alors merci Ziad, on va avancer sans oublier en plus un autre inconvénient potentiel, c'est une forme de confusion géographique, n'est-ce pas Nicolas ? Absolument, donc j'ai imaginé un test de culture générale à l'entrée sur cette carte du Royaume-Uni où se trouve Kigali. Il se demande s'il n'y a pas un piège quand même. Merci Nicolas. Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité. Ce dossier, c'est le discours alarmiste d'Emmanuel Macron sur l'état de santé de l'Europe. Renaud, 1h49 de discours pour peindre le portrait lugubre d'une Europe qui, d'après le président de la République, pourrait mourir. Dramaturgie maximale, le ton était grave. L'Europe est mortelle, a prévenu Emmanuel Macron. Notre Europe peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix à faire maintenant. Juan José Dorado, est-ce que l'Espagne fait le même constat sur l'Europe ? Non. ne fait pas du tout le même constat sur l'Europe. C'est vrai que ce qu'on a entendu du président, c'est un peu particulier parce que c'est du réchauffé, pardonnez-moi cette expression, mais les propos qu'il a tenus, ils avaient déjà tenus en partie en 2017 et même lors de son discours à Athènes. Non, l'Espagne est beaucoup plus européenne au niveau de son gouvernement et de sa population. Le président Sanchez est très européen. D'ailleurs, quand vous regardez les sondages et l'intention des votes, l'Espagne est l'un des pays qui vote les plus lors des européennes. L'Espagne compte beaucoup sur l'Europe parce que depuis qu'elle est entrée en Europe, l'Europe a beaucoup aidé l'Espagne et les Espagnols sont en quelque sorte reconnaissants. Et donc, non, nous n'avons pas du tout ce même discours. Mais pas du tout. Britta Sandberg, mais Emmanuel Macron aussi, il se veut européen et défend l'Europe, mais simplement ce qu'il dit, c'est qu'elle est en danger, même en grave danger, qu'elle risque de mourir. Est-ce qu'en Allemagne, il y a peu ou prou les mêmes inquiétudes sur le devenir de l'Europe ? Le chancelier Scholz a dit qu'il a fait des bonnes propositions. Moi, je trouvais que ce discours était assez lucide et assez précis dans le constat de l'Europe. C'était à nouveau la tentative de réveiller les autres. Donc c'est en quelque sorte sa signature, comme il a dit, NATO is brain dead en novembre 2019. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dessiné une Europe qui est encerclée, qui doit s'affronter à une guerre, qui doit se défendre et qui a été trop dépendant et trop naïf et pas assez armée ces derniers temps. Donc finalement, Scholz fait en partie le même constat avec d'autres propositions et conséquences après. Mais ce n'est pas un constat absurde. Vous rappeliez les propos d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN. Ça, c'était effectivement à l'automne 2019, vous le rappeliez. Et justement, ces menaces de guerre, le rôle de l'OTAN, la guerre aussi d'ailleurs en Europe, eh bien, ne sont pas étrangères à la prise de position d'Emmanuel Macron. Exactement. Il a trouvé aussi des solutions, Emmanuel Macron, pour sortir l'Europe de cette morosité et pour lui redonner de la puissance. L'une d'entre elles passe par l'Europe de la défense. Écoutez. Nous sommes en train de vivre un changement très profond en termes de sécurité. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. Ziad Liman, il a peur de quoi, Emmanuel Macron, de l'arrivée de Trump et de la fin de l'OTAN ? Oui, et puis l'arrivée de Trump, la fin de l'OTAN, les Américains qui ne jouent pas le jeu, quel que soit X, les Chinois qui ne jouent pas le jeu, quel que soit X, les particularismes type d'extrême droite qui pensent que chaque nation doit retrouver son petit drapeau et détruire l'édifice. Donc je pense qu'il a raison de lever l'étendard. Il a raison d'essayer de le mettre dans la campagne. Alors on peut discuter est-ce que c'est un propos de campagne ou pas, mais je crois que les gens en Europe ne se rendent pas compte du semi-espace de
privilège dans lequel ils vivent, ils ne se rendent pas compte de la qualité de leur vie par rapport au reste du monde, ils ne se rendent pas compte de la qualité de leurs systèmes sociaux par rapport au reste du monde. Tout ça, c'est comme si c'était acquis, définitivement. Mais on voit bien que les ennemis sont à la porte. Excusez-moi, les Russes ne sont pas là pour avoir une discussion poétique sur l'Europe. S'ils peuvent démanteler ce système qui les gêne, ils le feront. Et donc, il a raison de poser la question. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est quel est le contre-plan ? Quelle est la contre-proposition ? C'est chaque pays chez soi ? Ce que Emmanuel Macron lui propose, lui, c'est bâtir une Europe puissance. Vous voulez dire, il n'y a pas d'alternative. Et vu très très rapidement, vu des Suds globaux, parce que c'est aussi un sujet qui est tout le temps au Nord, vu des Suds globaux, l'Europe, c'est une espèce excusez-moi de l'excès, c'est une espèce de club med de rentier sans dynamisme. Et sans dynamisme, il n'y a pas de progrès. Un mot, Juan Rosé. La seule question qu'on se pose, nous, du côté espagnol parfois, c'est est-il crédible quand il parle de l'Europe de la défense, lui qui ne voulait pas du bouclier antimissile, lui qui ne voulait pas non plus du projet d'avion européen qui patauge depuis des années. Donc, est-il crédible quand il parle et à qui il parle ? Et justement, Britta, il a changé de point de vue, Emmanuel Macron, puisque maintenant, il tend la main à Olaf Scholz, justement, sur ce bouclier antimissile. Comment c'est reçu en Allemagne ? Bon, les Allemands ont, comme vous le savez, eu beaucoup de mal de bouger et de réagir par rapport à cette nouvelle situation de guerre et de menace par la Russie. Ils l'ont fait, ils vont investir beaucoup. Notre ministre de la Défense dit que l'armée allemande doit devenir apte pour mener une guerre. Donc, il y a beaucoup de changements qu'il a évoqués et d'ailleurs qu'il avait déjà demandé aussi dans son premier discours de la Sorbonne. Finalement, je crois que ce qui lui a réussi, malgré tous les critiques qu'il peut y avoir, c'est il essaye de montrer que l'Europe est un peu toujours figée dans des vieux concepts, des vieilles recettes, et que ce n'est pas avec ces vieux concepts, des vieilles recettes, qu'on va pouvoir résoudre et affronter cette nouvelle situation qui a changé. Ça, c'est évident. Britta Sandberg, merci. C'était donc intéressant. Il y avait du contenu. C'était un petit peu long pour vous, Nicolas Vado, non ? Parce que j'ai tout regardé, donc j'ai près de 2 heures de discours. Il a beau être libéral, il se prend parfois pour Fidel Castro. Merci Nicolas. Il y a un deuxième dessin. Voilà, qu'on pensait les Français du discours de fleuve de Macron, 2 heures de blabla et pas un mot sur l'affaire Chirac. Ce type se contrefout. C'est vrai que c'était un silence troublant. Heureusement que vous étiez là pour le noter. On va maintenant se tourner justement vers le plus téléphage, encore plus que vous, Jean-Mathieu Pernin. Vous passez bien plus que 2 heures devant la télé, toute la semaine, le nez collé à l'écran, la télé des autres évidemment. Et cette semaine, vous avez regardé la télé d'un pays que vous connaissez bien, j'ai regardé la télévision espagnole. Voilà, et si vous pensiez que Netflix vous offre le meilleur des séries à suspense, c'est que vous ne connaissez vraiment pas la vie politique en Espagne. Pedro Sánchez comunicará el próximo lunes si sigue o no como presidente del gobierno. En una carta, esta tarde ha anunciado que cancela toda su agenda pública hasta ese día para reflexionar. Esa decisión llega después de la investigación que ha abierto un juzgado a su mujer por presunto tráfico de influencias. Et oui, l'annonce a sonné tout un pays, parce que là, on ne parle pas de Bernard de la Conta qui veut prendre un peu de recul pour voir si son travail a du sens. Non, là, on parle quand même de savoir si lundi, l'Espagne sera encore gouvernée. Voilà, tout simplement, avec ce message publié sur X, Sanchez réagit aux révélations survenues quelques heures plus tôt concernant sa femme, Begoña Gómez. Des journaux ont révélé que le 16 avril dernier, la justice avait ouvert donc une enquête préliminaire contre la compagne du Premier ministre pour fait présumé de trafic d'influence et de corruption lorsqu'elle travaillait dans une société de tourisme. Et dans son message, Sanchez écrit qu'à travers sa femme, c'est lui qui est visé. Alors tension, frisson, démission, voire peut-être corruption, mais que se passe-t-il vraiment ? Bref, c'est du pain béni, en tout cas pour les adversaires de Sanchez, et notamment pour le chef du Parti Popular, le premier opposant. He dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Alors le monde politique espagnol, lui, va se placer en fonction de l'attitude du chef de gouvernement. Droite et extrême droite critiquent, la gauche soutient, mais s'inquiète de l'avenir. De quoi sera fait lundi prochain ? C'est-à-dire quand même là dans 2 jours, tout simplement. Dans sa lettre, Sanchez met en cause l'ultra-droite et vise un syndicat à l'origine de la plainte contre sa femme. Cette organisation syndicale, Manos Limpias, main propre, classée très à droite, est habituée des coups judiciaires contre les partis politiques. Alors arriveront-ils à faire tomber Sanchez ? Et c'est là, jeudi, qu'intervient un nouveau rebondissement.
Esta es la denuncia que ha desencadenado todo. La firma Miguel Bernat, secretario general del sindicato de ultraderecha Manos Limpias, y acusa a Begoña Gómez de un delito de tráfico de influencias. Se basa en informaciones que ha leído en diarios digitales y que ha escuchado en tertulias televisivas. Adjunta 8 noticias que señalan a la mujer del presidente del gobierno, incluyendo una que ya se comprobó que era un bulo porque hacía alusión a otra persona que también se llama Begoña Gómez. Voilà, c'était pas la bonne Bégonia. Hein, voilà, donc suite à cette nouvelle révélation, le parquet espagnol demande donc le classement sans suite de l'affaire. Toute la question maintenant est de savoir pourquoi Sanchez a réagi aussi radicalement. Est-ce que c'est pour ressouder sa majorité, parce qu'elle est très fragile, hein, cette majorité, elle tient à quelques sièges. Oui, le joueur de poker qui n'avait pas hésité l'année dernière à convoquer de nouvelles élections, à se maintenir à son pouvoir, ou tout simplement, est-ce que c'est un homme qu'on a assez de l'hostilité du milieu dans lequel il évolue? Et l'ancien chef de gouvernement espagnol, José Luis Zapatero, trouve même le moment intéressant pour la démocratie. Me parece bien interesante que esta reflexión, que quizá todos los presidentes en algún momento la hemos hecho en privado, en la intimidad, la haya hecho pública. Me parece bien interesante para nuestra democracia. Que en estos días, hasta el lunes, tengamos un debate público sobre los límites del odio, sobre la necesidad de que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Voilà, alors dans 2 jours, Pedro Sanchez sera-t-il encore à la tête du gouvernement espagnol? Préparez les pop-corn. Mais forcément, José Luis Dorado, c'est réel cette menace ou pas? Sincèrement, on pense en Espagne qu'il va continuer en tant que président du gouvernement, que tout ce qu'il fera, c'est appeler un vote de confiance de l'Assemblée espagnole, mais ça n'empêche qu'il va continuer à être un président sans majorité. Ça, c'est la réalité des choses, c'est qu'il n'a pas de majorité. Après, c'est vrai qu'il a été touché, je pense personnellement, parce qu'il y a eu cette enquête qui a été ouverte préliminaire. N'oublions pas, c'est une enquête préliminaire autour de sa femme, mais il y a une question de fond derrière, c'est que dans la lettre qu'il a envoyée aux Espagnols, cela dit en passant, il l'a envoyé dans un réseau social, dont 70% des Espagnols ne l'ont pas. Donc c'est un peu étonnant. Ouais. Ce n'est pas un communiqué non plus du palais de la Moncloa. Donc les Espagnols ont appris ça par les médias. Mais derrière de tout ça, il met en cause les médias, puisqu'apparemment il y a des journaux qui sont respectables et d'autres qui ne le sont pas. Et il met en cause des juges, la justice oui, mais pas certains juges qui prennent des décisions comme celle qui a été prise par un juge madrilène. Donc derrière tout ça, on verra lundi, mais je pense sincèrement qu'il va continuer. Ouais. On verra lundi, en tout cas, et vous le disiez, il a subi un choc, y compris un choc personnel, ce qui nécessite une thérapie, n'est-ce pas, Nicolas Vado? Oui, ça relève un peu la psychanalyse à mon goût, donc j'ai imaginé le nouveau conseiller politique à Madrid, reprenons. Parlez-moi de votre relation couple, pouvoir, ambition. Merci. Et j'ai un deuxième dessin. Ah, et un deuxième dessin. Parce que d'un grand dadais à l'autre, où est passé Pedro Sanchez? Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Forcément. C'est vrai, vous avez raison de nous rappeler les mannes du général. Merci Nicolas Vado. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du samedi. Anne Poiré, journaliste, lauréate du prix Albert Londres. Elle a parcouru de multiples zones de guerre. Bienvenue à vous, installez-vous, notamment au Kurdistan irakien, où vous avez enquêté sur le destin des enfants soldats de Daesh. Et vous voilà donc scénariste de ce superbe album, Mahar, le lionceau, ou l'enfance perdue des jeunes soldats de Daesh, paru chez Delcourt Ancrage. C'est l'histoire poignante d'un enfant de 10 ans, enlevé de force à sa famille yézidi par Daesh, l'État islamique qui l'enrôle pour en faire un combattant, donc un soldat du califat. Très concrètement, très précisément, justement, quand, où, comment, dans quelles conditions Mahar a-t-il été enlevé à l'âge de 10 ans ? Alors Mahar est enlevé il y a 10 ans, en 2014, dans le Sinjar, avec une partie de sa famille. À ce moment-là, Daesh a pour projet d'éradiquer ce peuple, massacre les hommes, kidnappe les femmes. Et les jeunes garçons, il les enlève. Donc Mahar fait partie de ces... Il y a d'autres jeunes garçons yézidis. Il y a beaucoup de jeunes garçons yézidis qui sont dans ce cas-là. Et ils les forment, ils les font rentrer dans des écoles coraniques, ils les fanatisent dans des centres d'entraînement et ils les envoient combattre. Et Mahar se retrouve à 11 ans à Deir ez-Zor, dans cette bataille absolument monstrueuse qui est très peu couverte en Occident, puisque c'était l'État islamique contre Bachar el-Assad, donc évidemment en termes d'accès, c'est pas évident. Et donc Mahar, à 11 ans, à 12 ans, se retrouve dans cette horreur. L'endoctrinement, ça se passe comment, cet endoctrinement, cette régression? Parce que vous dites que Daesh lui a même appris à haïr les yézidis, sa propre communauté, à haïr son peuple. Absolument, c'est vraiment ce lavage de cerveau que ces enfants subissent dans ces écoles coraniques. Il le raconte parce que Mahar fait partie de... Donc moi je le rencontre, il a 16 ans.
Il est très intelligent, il a de l'humour, il a du recul sur ce qu'il a vécu, même si pour lui, c'est un vrai trou noir, en fait. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'il a pu se laisser entraîner, comment est-ce qu'il a pu adhérer à ces idées qui s'opposaient à son propre peuple. Vous l'avez rencontré dans un camp après la chute de Daesh, en 2017. En 2020, je le rencontre. En 2020, pardon. Et donc, on le raconte dans la BD, dans les premiers temps, dans cette école, il n'adhère pas, ils font des blagues, c'est des enfants. Et puis au fur et à mesure, ils se mettent à... La répétition, il dit peut-être c'est la répétition, le fait qu'on nous bourre le crâne, c'est toujours les mêmes. Au bout d'un moment, ils adhèrent. Non seulement ils adhèrent, mais ils sont enthousiastes. Et ils se retrouvent donc à combattre, il se retrouve à Mossoul. À combattre, ça veut dire qu'il a tué. Il a tué, il s'est défendu, il a tué. Et surtout, à Mossoul, il s'est porté candidat pour avoir une ceinture explosive et se suicider. Et pour se suicider. Et la chose la plus folle, c'est qu'il n'est pas choisi. Il repart de Mossoul pour aller retourner combattre à Deir ez-Zor et il est très déçu à l'époque. Voilà. Et ça, ce qui est très touchant, c'est qu'aujourd'hui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il ne comprend pas comment est-ce qu'on en vient à ne plus avoir accès à lui-même, à ces décisions-là. Un endoctrinement qui va tellement loin que quand sa famille cherche à le récupérer, il refuse même d'aller les rejoindre parce qu'il se dit que sa famille, c'est le I. Absolument. Ce qu'il raconte, c'est qu'il a il a été drogué, on lui a enlevé sa ceinture explosive et donc quand il a été arrêté et kidnappé dans l'autre sens, en fait, il aurait voulu se faire exploser à ce moment-là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que cet enfant a été kidnappé dans l'autre sens, en fait. Et au départ, il est complètement perdu. Il ne sait plus s'il est yézidi, s'il est daeshi. Il attend le retour de Daesh. Il aspire à ça. Il entraîne les enfants et au fur et à mesure, les années passant, il redescend. Alors, le visage que l'on voit de Maher dedans, c'est pas le sien. Hein. C'est absolument pas le sien. Est-ce que l'anonymat, c'était la cause pour ces confessions, ces confidences ou pas? Alors, c'est pas comme ça que ça se pose. On a en France des règles. Au départ, c'est un documentaire. Donc, France Télévisions et Arte, d'ailleurs, nous obligent à protéger les enfants. Donc, de toute façon, dans le documentaire, il n'apparaît pas. Comment vous avez gagné sa confiance? Comment vous avez réussi à le... Je pense qu'il avait envie de parler, de raconter son histoire. On est passé par une association. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est encadré, entouré à ce moment-là. Ça fait 3 ans qu'il est rentré. Voilà. Mais donc, évidemment, la BD, ce qui est formidable, c'est qu'on peut lui recomposer un village. On n'est plus en train de se dire est-ce qu'on a assez flouté, est-ce qu'on protège assez. On a pu... Et donc, ça, c'est en 2020 que vous le rencontrez, vous commencez à le faire se confesser, en quelque sorte. Comment s'est passé aussi le processus de déradicalisation pour lui? C'est-à-dire... Il n'y a pas vraiment de déradicalisation. Il est... Pendant 3 ans dans ce centre, il y a une association. Alors, il se trouve que c'est un Français, le père Desbois, qui s'occupe de cette association à cet endroit-là. Il y en a quelques autres, mais vraiment très, très peu. Et il y a une personne qui s'occupe de ces enfants, qui est là, qui leur réapprend. C'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'il faut leur réapprendre. Il faut leur réapprendre comment se comporter, à dire bonjour, à se comporter avec des femmes, à se comporter en société, à se comporter avec de la musique, à supporter de la musique. Voilà. Et donc, en revanche, il y a effectivement cet homme qui n'a pas du tout de formation de psy, mais qui a pris du temps avec lui et qui l'a fait dessiner. Et par le dessin, il a réussi à faire passer des choses qu'il ne pouvait pas faire passer à l'oral. Et après, le temps a passé aussi. Et comment il va aujourd'hui? Vous avez gardé contact avec lui? Je suis toujours en contact avec lui. Ce qui est l'intelligence artificielle permet, avec les outils de traduction aujourd'hui, de communiquer directement. Et ce qui est terrible, c'est que les dernières nouvelles que j'ai eues quand on a terminé le livre en octobre... Il l'a vu? Il a vu quelques dessins Il a vu des dessins. Il n'a pas encore eu l'objet. On est en train de lui faire parvenir. Mais je lui ai envoyé, bien sûr, des planches. Les dernières nouvelles que j'avais, c'est qu'il a... Donc, ces enfants, les enfants sunnites... autour de Mossoul, ils ont été mis en prison. Les enfants yézidis, ils ont échappé à la prison, ce qui est une très bonne chose, ce sont des victimes. Mais voilà, c'était compliqué, leur retour a été compliqué. Il est où, là, Maher, aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, il est retourné dans ce camp, mais surtout, il a essayé de passer en Europe et il a été emprisonné par la Turquie. Et il a fait, lui qui n'avait jamais fait de prison, il a fait 2 mois de prison parce qu'il essayait de rejoindre l'Europe. Et parmi les derniers mots que j'ai échangés avec lui, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu veux partir d'Irak? Il me dit parce qu'ici il n'y a que la guerre et la destruction. Voilà, donc c'est tragique.
l'univers dans lequel il baigne effectivement depuis tant d'années, et vous racontez notamment donc cette affaire, cette histoire absolument poignante. Maher, le lionceau, l'enfance perdue, c'est effectivement une enfance perdue, celle du jeune Maher, donc enrôlé de force par Daesh. C'est donc chez Delcourt Ancrage, un formidable album. Merci Anne Poiré. Puis on a même un autre dessin, un dessin de plus par rapport à votre album à vous proposer. Celui-ci est de Nicolas Vado. Oui, il est un peu plus allégorique évidemment. J'ai fait Hakuna Matata version Daesh. Toi aussi, mon fils, un jour, tu seras un barbu très violent. Je ne suis pas ton fils et tu ressembles à Oncle Scar. En effet, merci Nicolas, merci Anne Poiré. On va maintenant retrouver l'étonnant David Castello-Lopez, qui est un être différent, c'est vrai, qui n'a pas fini de nous surprendre en posant chaque samedi des questions très très différentes, vous allez voir, mais très intéressantes aussi. La preuve, ce soir encore une question que nous nous sommes tous déjà posée, évidemment, comment lutter contre les invasions de sauterelles. Comment lutter contre les sauterelles? Avec ses yeux d'alien et les petites scies toutes mignonnes qu'elle a sur les pattes arrière, franchement, la sauterelle a l'air très inoffensive. Et pourtant, les sauterelles sont l'un des pires ennemis de l'humanité. Dans la Bible, par exemple, c'est l'une des 10 choses horribles que Dieu inflige aux Égyptiens pour les inciter à libérer les Juifs qu'ils gardent comme esclaves. Aux côtés, par exemple, de la peste, des ulcères ou de la mort des premiers-nés. Mais alors, pourquoi? Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Sauterelle, c'est le nom usuel qu'on donne à tout un tas d'insectes qui ressemblent plus ou moins à ça. Mais il y a une espèce de sauterelle qui est particulièrement nuisible et qu'on appelle le criquet pèlerin. Le criquet pèlerin est relou pour 3 raisons. La première, c'est qu'il mange énormément. Chaque jour, un criquet pèlerin peut manger l'équivalent de son poids en nourriture. Essayez de faire la même chose et vous serez décédé avant le soir tombé. La seconde, c'est qu'il se reproduit très vite. En un an, un essaim de 1000 criquets peut devenir un essaim de 160 millions de criquets. Et 160 millions de criquets, ça mange chaque jour autant de nourriture que 140 000 personnes. Donc quand un essaim de criquets envahit des terres cultivées, il peut détruire très vite toute la nourriture dont une population a besoin pour vivre. Et enfin, pour couronner tout ça, les criquets pèlerins se déplacent à toute vitesse. En une journée, s'il y a du vent, ils peuvent parcourir jusqu'à 150 km et donc semer la désolation sur des espaces gigantesques. Pendant longtemps, c'était très difficile de lutter contre les criquets pèlerins. L'une des seules choses que les populations pouvaient faire pour ne pas mourir de faim, c'était manger les criquets qui avaient mangé les récoltes. Mais depuis, on a fait des progrès. Et la clé réside dans le fait de détecter les nids de criquets pour pouvoir les tuer avant qu'ils ne se multiplient. Et il y a de nouveaux outils qui permettent de faire ça très bien, je m'explique. Les femelles criquets sont très prévisibles. Elles aiment pondre leurs œufs dans des terrains humides mais pas détrempés et dans des zones où il y a de la végétation. En combinant des données satellites avec des données prélevées dans le sol par des capteurs, de nouveaux logiciels permettent de prédire les endroits à risque et de diriger sur eux les efforts de destruction, par exemple avec des drones qui pulvérisent des insecticides. Peut-être qu'un jour on pourra ainsi cohabiter gentiment avec les criquets pèlerins et s'amuser simplement des petites scies toutes mignonnes qu'ils ont sur les pattes. Intéressant. Espérons-le en effet. Merci David Castello-Lopez, c'était très intéressant comme toujours. Bonsoir Alix Bonsoir Van P. Renaud. Vous aussi, je sais que ça va être très intéressant ce soir. Vous allez nous parler, Alix, du déplacement d'un tableau qui devient une véritable affaire d'État. Et oui, la dernière fois que Mona Lisa a vu du pays, c'était en 1974. Elle s'était envolée pour Tokyo à bord d'un Boeing 707 dans un container fermé, climatisé. Sur le tarmac japonais, elle avait été accueillie en rockstar par des cars de CRS, par la police. Il y a 50 ans déjà, donc, le voyage de Mona Lisa était une affaire internationale. Et aujourd'hui, une telle expédition semble inenvisageable complètement. La Joconde ne quitte plus le Louvre car de nombreux experts craignent pour elle. Son panneau de bois est très très mince, la toile est fendue, la fente s'arrête au niveau juste au-dessus de son visage, donc le moindre déplacement de la Joconde fait couler beaucoup d'encre. Et on l'avait vu en 2019 lorsque le tableau avait juste été déplacé de quelques dizaines de mètres au sein du Louvre lors de la rénovation de sa salle. Donc direction une autre vitrine anti-balles dans une autre aile du Louvre. Manipulée comme de la TNT, la toile devait éviter au maximum la moindre vibration pour être préservée. Mais visiblement, ce voyage en 2019 n'était pas le dernier voyage. Car la Joconde devrait être de nouveau déplacée. Et oui, peut-être. Selon le Figaro, la présidente de l'institution, Laurence Descartes, aimerait que Mona Lisa ait sa pièce à elle toute seule au sein du Louvre, contrairement donc à aujourd'hui. Il y a d'autres tableaux dans sa salle, même si on a tendance à les oublier, les pauvres. Donc le musée envisage de creuser en sous-sol, sous la cour
cour carrée du Louvre, une pièce dédiée à Mona Lisa uniquement, et nul doute que l'endroit serait complet du matin au soir, puisqu'on estime qu'entre 70 et 80% des visiteurs du Louvre viennent spécialement pour elle, et peu importe l'expérience pour y parvenir, tant pis s'il faut attendre devant la pyramide du Louvre, qu'il faut se frayer un chemin dans la foule pour arriver jusqu'à la salle des États, pour passer sous les perches à selfie, pour finalement poser ses yeux, plonger ses yeux dans les yeux de Mona Lisa, et ensuite laisser la place aux autres, bien sûr. Donc, avec cette nouvelle pièce souterraine, les visiteurs seraient mieux accueillis, selon la directrice et selon une bonne partie des équipes du Louvre, et le projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste, le plan du Grand Louvre, est aujourd'hui entre les mains de Bercy et de l'Élysée. Donc la Joconde, peinte sous la lumière inimitable de la Toscane. La Joconde, l'aventurière, qui aurait quand même traversé les Alpes il y a des centaines d'années à dos de mulet pour rejoindre la France. Elle pourrait donc à nouveau déménager pour se reposer dans un nouvel écrin, traitée aujourd'hui comme une vieille dame fragile qu'elle est devenue. Merci Alix. Et décidément, la situation de la Joconde n'est pas si enviable que ça, hein, n'est-ce pas Nicolas? Oui, j'ai imaginé les affres de la vie de star en inversant le regard, la Joconde vue depuis les yeux de Mona Lisa. Ça fait plus de 100 ans que je ne peux pas me lever pour aller pisser. Merci pour ce point de vue tout à fait artistique et printanier. Merci à tous mes amis. Lundi à 20h05, vous avez rendez-vous bien sûr avec l'indispensable d'Elisabeth Quint, et on va se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à notre invité du samedi, Anne Poiret, venue nous raconter tout à l'heure l'histoire fascinante et poignante de Mahar, cet enfant soldat de Daesh, avec un petit morceau de Bernard Lavilliers, Petit Tchuss. Un enfant avec un fusil trop grand, un enfant, mais apparemment